Bonjour chères lectrices et chers lecteurs. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour continuer à partager Gagner en impact pendant quelques minutes. Vous en êtes au chapitre 6, Parler et impacter avec Aïda, et à la lettre D, la lettre du désir, au moment où le désir est une énergie qui se transmet et que j'en viens à parler de l'émotion. Dans Aïda, ce fameux D pose toujours question. Au début des séminaires que j'anime, des séminaires Gagner en impact, on demande aux participants de deviner ce qui se cache derrière les lettres A, I, D. Immanquablement, le D est plutôt vu comme le D de décision. Pour le concepteur du modèle, Lewis, dont je parle dans le livre, il s'agit pourtant du désir. Cela nous amène donc à nous poser la question. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, à la lecture des dernières découvertes scientifiques, de ce qui nous fait agir? Bien sûr, on peut toujours décider d'agir. Mais en fait, qui décide? Notre raison? Nos émotions? Et puis, il y a toutes ces fois où on agit sans avoir vraiment décidé, voire de façon inconsciente. Alexandre Pouget, qui est professeur en sciences cognitives à l'Université de Rochester aux États-Unis, nous le dit de la façon suivante. On ne choisit pas, en conscience, de s'arrêter à un feu rouge ou d'éviter un obstacle sur son chemin. Une fois analysées les décisions prises inconsciemment, on constate qu'elles sont presque toujours justes en fonction des paramètres qui président à leur exécution. Avant de poursuivre, il est utile de préciser que raisonner est une faculté humaine qui s'impose à tous. C'est la raison pour laquelle, dans Aïda, nous maintenons l'importance de susciter l'intérêt par des arguments adaptés et faisant appel à la rationalité de l'individu. Quand nous réfléchissons, nous empruntons ce que Daniel Goleman, psychologue américain, appelle la route haute de notre cerveau. C'est une route lente, consciente, qui donne un certain contrôle. Cette route envoie des impulsions au cortex préfrontal, le centre exécutif de notre cerveau, ce qui nous permet de penser. On sait tout ça depuis que nous pouvons voir ce qui se passe dans les cerveaux grâce aux IRM, et ça a été vraiment une véritable avancée pour toutes ces recherches. Mais notre cerveau est aussi social. Saviez-vous que nos neurones se mettent en résonance avec ceux des personnes qui sont en face de nous? Au moindre échange avec quelqu'un, il y a une cascade de réactions dans notre système nerveux central. Maintenant, on n'hésite plus à dire que nous avons un cerveau émotionnel. Les émotions empruntent, quant à elles, la route basse de notre cerveau. Cette route est plus rapide que la route haute et d'une certaine façon, elle est plus discrète car elle opère à notre insu. Notre cerveau serait même mimétique. Déjà, le philosophe René Girard en a eu l'intuition quand il a exposé sa théorie du désir mimétique dans les années 50. Pour lui, tout désir est l'imitation du désir de l'autre. La science a confirmé ce phénomène grâce à la découverte de ce qu'on appelle les neurones miroirs dans les années 90 par l'équipe de Giacomo Rizzolatti, lui-même étant directeur du département de neurosciences de la faculté de médecine de Parme. Ces neurones déchargent des potentiels d'action ou influx nerveux pendant que la personne fait un mouvement, mais également quand la personne est immobile et quand cette personne voit ou entend une action qui est effectuée par une autre personne, voire même quand la personne pense que l'autre personne va faire une action. Un système miroir semble donc exister pour les émotions. Cela expliquerait pour certains chercheurs et psychologues ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle tous, l'empathie. Quand on comprend ce que fait l'autre, on entre en empathie avec lui. Jean-Michel Gourdian, qui est neuropsychiatre et professeur de psychologie, nous donne un exemple simple à comprendre. Quand vous regardez quelqu'un se remplir un verre d'eau et le porter à ses lèvres, vous vous dites « S'il se sert de l'eau et qu'il boit, c'est qu'il a soif. » Donc vous comprenez son intention, donc vous comprenez son désir. Ou Gourdian de rajouter, plus encore, que vous le vouliez ou non,
votre cerveau se met en état de vous faire la même chose et de vous donner la même envie. Il appelle cela une disposition de notre cerveau à imiter ce qu'il doit faire. Évidemment, cela conforte les théories de René Girard concernant l'apprentissage et la rivalité, car on veut s'approprier ce que l'autre cherche à s'approprier. Pour compléter notre démonstration, nous savons également que notre amygdale, principale actrice de la route basse, se livre automatiquement et compulsivement à un examen des gens que nous rencontrons pour nous indiquer s'ils sont dignes de confiance ou pas. Pas mal, hein? C'est un puissant radar, contrebalancé par la route haute, mais qui la dépasse complètement. C'est ce qu'on appelle nos impressions. Et finalement, nos impressions resteront le plus souvent, voire tout le temps, prédominantes. Notre corps, lui aussi, reflète les émotions exprimées par les autres. Les nouvelles méthodes scientifiques maintenant à disposition nous permettent d'analyser un nombre considérable de données pendant une interaction entre deux personnes. Ainsi, quand un couple se dispute, le corps de chacun a tendance à imiter les perturbations intervenant dans le corps de l'autre. Mais les expériences ont aussi permis de constater que des observateurs attentifs de la scène allaient aussi subir des modifications physiologiques de même nature que les personnes qui se disputent. Plus leur corps reproduisent les mêmes comportements, plus ils ressentent les mêmes émotions. Ainsi, l'empathie paraît donc être physiologique autant que mentale. Nous pouvons ressentir, voire vivre physiquement les émotions des autres. Pour résumer tout ce qui précède de façon simple, toute interaction provoque un transfert d'émotions. Autrement dit, les émotions sont contagieuses. Nous attrapons les émotions des autres comme des virus, que ce soit en positif ou en négatif, et nous avons une très forte tendance à imiter ce qu'on voit faire. Nos actions découlent donc fortement de nos émotions et de ce qu'on voit de l'autre. Ainsi, notre cher Lewis était-il très précurseur de tout ce que l'on sait maintenant de la façon dont on peut déclencher une action chez l'autre. En parlant de désir, il avait déjà l'intuition qu'on fait bouger l'autre par autre chose que seulement sa raison. L'autre doit avoir envie de bouger, et cette envie peut se déclencher dans l'interaction. Aïda est un modèle intéressant, je ne cesse de le dire, parce qu'il nous permet de créer un lien avec l'autre, que ce soit dans sa vie de tous les jours ou quand on a à communiquer en public. C'est un modèle qui invite à l'interaction. Encore faut-il que cette interaction soit réussie. Daniel Goleman, toujours lui, et pour revenir à lui, nous affirme que, et je le cite, « Quand un rapport se crée entre des personnes, il augmente leur créativité, leur efficacité dans la prise de décision. » Et oui, ainsi, ils vont pouvoir agir ensemble parce qu'ils ont une impression de sympathie mutuelle, chaque personne ressentant de la chaleur, de la compréhension et de la sincérité de la part de l'autre. Et en fait, on ne dit rien d'autre dans le modèle Aïda. Par exemple, le modèle Aïda nous exhorte à être attentif à l'autre, attirer son attention, s'intéresser à ce qui l'intéresse, le prendre en considération. Cette attention devient bilatérale. Ainsi, attirer l'attention de l'autre et être en projection continuelle vers l'autre font naître des sentiments partagés. Prendre en considération l'autre, c'est également incarner un climat de positivité. Ce climat est créé par notre ton, notre voix, les expressions de notre visage. Nous avons réellement à incarner ce climat de positivité. Peu de choses dans ce qui est dit peut remplacer ce que nous dégageons en le disant, ou même quand on fait quelque chose. Cette positivité est le révélateur de notre propre désir, celui d'entrer en relation, d'être là avec l'autre, avec les autres, d'agir avec eux ou de les faire agir. Quand l'interaction est réussie, il y a synchronie corporelle entre les personnes. Ils deviennent quelque peu des miroirs. En séminaire Gagner en impact en prise de parole, on parle souvent
de cet effet miroir. Les autres, le public, perçoit tout, reçoit tout. Et rapidement, il devient votre miroir. C'est vous, l'orateur, qui a impulsé tout ce qui va se passer ensuite. L'atmosphère que vous installez, la relation que vous établissez sont tout aussi importants, sinon plus, que ce que vous dites. Vous avez la possibilité d'être celui qui donne le pas de danse à ce ballet d'émotions qui va amener les autres à agir ou à vous suivre. Plus ce ballet est positif, plus les gens seront enclins à vous suivre. Le dé de Haïda est ainsi un bel aiguillon de la relation vers l'action. Il nous amène à réfléchir sur notre propre désir, nos intentions profondes, et aussi à stimuler le désir de l'autre grâce à l'interaction en cours et à toutes les émotions qu'elle suscite. Évidemment, cela nous donne une très grande responsabilité sur vers quoi nous entraînons les gens. Ça nous amène à réfléchir à nos missions dans la vie professionnelle et bien sûr à nos intentions personnelles. Je vous renvoie pour cela au chapitre 4 du livre « Parler, c'est manipuler ». Pour conclure ce petit moment que nous avons passé ensemble, le dé de Haïda nous invite à accepter la chaleur, la convivialité, le plaisir que nous pouvons éprouver dans l'interaction. Évidemment, nos émotions doivent être sincères, sans nul doute, et à cette condition. Cette chaleur, cette convivialité, ce plaisir permettront à tous nos interlocuteurs de ressentir la même chose. Ces émotions positives renforceront vos paroles et donc vos arguments rationnels et pousseront les autres à agir. Allez puiser en vous ce qu'il y a de meilleur et offrez-le à vos interlocuteurs. Et surtout, n'oubliez jamais ces paroles de sagesse. Ce que vous croyez devient vos pensées. Vos pensées deviennent vos paroles. Vos paroles deviennent vos actions. Vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs, et vos valeurs deviennent votre destinée.